Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. L'esthétique. Chapitre 1. Freud fasciné. Freud rédigea le Moïse de Michel-Ange, en 1913, pour le publier dans la revue Imago en 1914, mais dès 1901, il était venu à la basilique Saint-Pierre aux Liens. Travaillé jusqu'aux entrailles par l'imposante sculpture, il écrivait à sa femme. Je suis arrivé à comprendre la signification de la statue, en méditant sur les intentions de Michel-Ange. Sans doute n'était-ce pas l'interprétation définitive. Il s'attendait alors, note Jones, à voir Moïse bondir subitement. Depuis lors, à chacune de ses visites à Rome, il retourna à la basilique, restant là de longues heures jusqu'à la nuit tombée, en proie à une étrange fièvre, examinant avec une minutie incroyable les moindres détails de la sculpture et l'immense trouble qui l'habitait. Combien de fois ai-je gravi l'escalier abrupt qui mène du cours Cavour, si dépourvu de charme, à la place solitaire sur laquelle se dresse l'église abandonnée, essayant toujours de soutenir le regard dédaigneux et courroucé du héros. Et parfois je me suis alors faufilé précautionneusement hors de la pénombre de la nef, comme si je faisais moi aussi partie de la populace sur laquelle se darde son œil, la populace qui ne peut tenir fermement à une conviction, qui ne veut ni attendre ni faire confiance, et jubile dès qu'U'. Elle a retrouvé Philiosion que procure l'idole. Freud reconnaît à la fois être sous l'emprise de cette œuvre subjugante, mais totalement perplexe devant ce qui résiste à son entendement compréhensif. Il lui importe de conjurer le trouble, de lever la mainmise, de retrouver son indépendance par l'analyse de l'œuvre. Mais c'est l'œuvre elle-même qui doit rendre cette analyse possible, si elle est l'expression qui fait effet sur nous, des intentions et des émotions de l'artiste. La seule issue possible est alors de dégager le sens et le contenu de ce qui est représenté dans l'œuvre, en un mot de l'interpréter. L'interprétation de l'œuvre révèle l'intention de l'artiste. Ce n'est plus le sujet qui parle, mais l'œuvre elle-même, non pas à travers ses qualités formelles et techniques, auxquelles pourtant l'artiste accorde une valeur prioritaire, mais par son contenu même. Freud, pour rendre compte de sa fascination, propose une démarche radicalement différente de celle des connaisseurs d'art. Conscient du terrain miné sur lequel il s'avance, il se présente face à eux, les connaisseurs, comme un profane, un amateur, proposant une démarche radicalement nouvelle, une lecture symptomale de l'œuvre d'art. Pour Freud, le refoulement porte sur la représentation, lesquelles représentations refoulées ont le pouvoir de déclencher une excitation, et opèrent une disjonction avec l'affect, lequel peut par exemple se transformer en angoisse. Dans ce premier temps de sa théorisation, l'œuvre d'art est un des rejetons du refoulé de l'artiste, elle est symptomatique. L'objectif de Freud est de rétablir le lien, la jonction, la concaténation entre l'affect et la représentation, la force et le sens, l'économique et le symbolique. Le début du Moïse de Michel-Ange nous invite à lire l'œuvre d'art comme un texte, soit un tissu qui masque en même temps qu'il révèle, à distinguer comme dans le rêve un sens manifeste et un contenu latent, où l'interprétation c'est l'intelligence du double sens. Que fait Freud pour interroger l'affect opaque à l'entendement ? Propose-t-il une herméneutique dont les règles présideraient à une exégèse, interprétation d'un texte singulier ou d'un ensemble de signes susceptibles d'être considérés comme un texte ? Il s'en défend. Je sais qu'il ne peut s'agir d'une appréhension purement intellectuelle. L'état affectif, la constellation psychique qui ont fourni chez l'artiste la force motrice de la création, doivent être reproduits chez nous. Il faudrait reprendre l'historique de la pratique de l'interprétation et de la construction chez Freud. Nous nous arrêterons ici à celle qu'il met en œuvre dans cet essai sur Moïse, inspiré par un certain Morelli. À l'école de Morelli. Même si Freud, dès les premières lignes, se présente comme un profane, quasiment incompétent en matière d'art, même si plus tard toujours aussi modestement dans Malaise dans la civilisation 1929, il exprimera son regret que la psychanalyse n'ait rien à dire, ou si peu, sur la beauté et l'émotion esthétique. Il n'est pas dupe des effets de sa propre méthodologie en suivant celui qui avait provoqué une révolution dans les galeries européennes, Ivan Lermoliev, alias Motelli. Celui-ci avait alors entraîné la révision de l'attribution de nombreux tableaux célèbres, à la suite de ses premiers essais, 1874 à 1876. Une identité à dévoiler. Derrière celui que Freud appelle Ivan Lermoliev, pseudonyme russe,
se cachait un médecin italien du nom de Morelli. Or en fait il était originaire d'une famille suisse. Né en 1816 sous le nom de Giovanni Lorenzo Morel, à Vérone, il n'italianisa son nom qu'en 1840. Il ne présentera pas moins de 5 patronymes, Mortel italianisé en Morelli. À 20 ans il signe un petit pamphlet contre les professeurs allemands d'histoire de l'art, du pseudonyme Nikolaus Schäfer. Pour signer ses articles de critique d'art, il écrit l'anagramme de Morelli Lermoliev. Il présente ses ouvrages comme étant traduits du russe par un certain Schwarze, traduction allemande de Morelli. Enfin mettant en scène sa méthode socratique dans un ouvrage sur les galeries Borghese et Doria Pamphili, il n'a même pas de nom, si ce n'est celui de mon compagnon, le Welche, celui qui parle une langue romane. Curieux destin de celui qui se présenta sous 5 noms, et dont la découverte révolutionnaire avait pour objectif d'authentifier l'auteur d'une peinture. Il était le faux qui dit le vrai. Comment ne pas deviner chez Freud une identification à Morelli, quand lui-même fait paraître son essai sans le signer, n'appose pas son nom comme signature du texte? Abraham, Jung et surtout Ferenczi n'en seront pas dupes, au point de leur écrire le 3 janvier 1914. J'ai terminé le Moïse, mais aujourd'hui encore je ne sais pas pourquoi vous avez protesté si énergiquement contre mon anonymat. Il faudra attendre 1924 pour que l'anonymat soit levé, Freud l'évoque dans une lettre à Edward Weiss. Pendant 3 semaines de solitude, en septembre 1913, en fait 1912, je suis resté debout tous les jours dans l'église, en face de la statue, l'étudiant, la mesurant, la dessinant, jusqu'à ce que s'éveille en moi cette compréhension que dans mon essai je n'ai osé présenter que d'une façon anonyme. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai légitimé cet enfant non analytique. Une identité à découvrir. Qui était-il ce Morelli? Par quelle nouveauté avait-il confondu les connaisseurs d'art les plus experts? En quoi sa méthode pouvait-elle intéresser la psychanalyse naissante? Si Morelli fréquenta la faculté de médecine de Munich, et fut diplômé à 20 ans, il n'exerça jamais et s'intéressa plus spécialement à l'anatomie comparée. Les travaux, les recherches de Cuvier le passionnaient. Il suivit d'ailleurs à l'université d'Erlangen les cours de Rudolf Wagner, élève direct de Cuvier à Paris. Il le considérait comme le prophète de notre temps. C'est ainsi que dans sa conception de la corrélation des parties, il affirmait que le caractère essentiel d'un animal se trouvait dans l'intégration fonctionnelle et la corrélation des parties constitutives. Et d'où il concluait qu'à partir d'un fragment on pouvait déduire l'ensemble. De la découverte des griffes fossiles d'un animal, on pouvait par exemple déduire la forme de l'omoplate. Morelli va appliquer la même méthode en regardant les tableaux de la Renaissance italienne. Wilhelm von Bode, directeur du musée de Berlin, ironise sur sa pratique. En tant que chirurgien, Lermoliev, il dirigea son attention sur la forme du corps humain et en particulier de ses extrémités, et plongé dans cette occupation, il pensa avoir découvert que chaque grand artiste, même lorsqu'il peignait des portraits, faisait usage de ses propres extrémités comme modèle du sujet en question. Par la suite il publia un catalogue d'oreilles, de nez et de doigts, ayant autrefois appartenu à Sandro, Mantegna, Raphaël, Titien et compagnie, et muni de cet inventaire, chaque amateur d'art ira patrouiller dans les galeries de tableaux une fois qu'il sera capable de distinguer de manière sûre les différents maîtres, malgré toutes les pitoyables erreurs des conservateurs. Grâce à sa méthode centrée sur le détail, Morelli se donnait pour objectif de cerner l'individualité artistique d'un peintre. Son étude était de ce point de vue essentiellement centrée sur la forme et la technique, et non sur le contenu. Les conséquences ne se firent pas attendre. 45 toiles du musée de Dresde changèrent d'attribution, et dans toute l'Europe ce fut un véritable chambardement. L'attribution d'une œuvre ne tenait pas à la perception globale, à l'impression d'ensemble, aux grands traits d'un tableau, mais à la signification caractéristique de détails secondaires. Présentant cette méthode, Freud écrit : il parvint à ce résultat, en mettant en relief l'importance caractéristique de détails secondaires, de vêtilles telles que la représentation des ongles des mains, des lobes des oreilles, des auréoles et autres choses qu'on ne remarque pas, que le copiste néglige d'imiter, et que pourtant chaque artiste exécute d'une manière qui le caractérise. Cette négligence du copiste, cette sous-estimation des détails conduisent Freud à associer cette méthode révolutionnaire à la technique psychanalytique.
Je crois que son procédé est étroitement apparenté à la technique de la psychanalyse médicale. Celle-ci est habituée à deviner des choses secrètes et cachées à partir de traits sous-estimés ou dont on ne tient pas compte, à partir du rebut, du refusé, de l'observation. Si l'attention aux détails, éléments formels, stylistiques permet à Morelli d'authentifier l'artiste à partir de l'œuvre, quel est le statut du détail dans la technique ? Et de quoi est-il l'indice, sachant que Freud déclare d'emblée que le contenu de l'œuvre prend l'ascendant sur les qualités formelles et techniques ? Le signifiant détail. Si la promotion du détail chez Morelli a conduit Freud à percevoir une affinité entre cette méthode et celle de la clinique psychanalytique, la différence de logique, les modalités respectives et le statut de l'interprétation manifestent les limites de l'identification. Pour Morelli, l'attention à certains détails permet d'authentifier l'artiste, mais dire le nom d'un auteur ce n'est pas comprendre une œuvre. Michel-Ange est connu, mais pourquoi son œuvre émeut-elle, cela reste une énigme. Freud dans son analyse du Moïse va privilégier 3 détails sur lesquels nous reviendrons. La barbe, la main droite et les tables de la loi. Or pour Freud, c'est l'interprétation des rêves, qui sert de modèle de compréhension des motifs artistiques. L'une des règles incontournables, absolues de l'interprétation des rêves, exige de ne négliger aucun détail, de les traiter tous de la même façon sans parti pris ni préjugé. Il faudrait, selon la planche, sillonner l'œuvre en tous sens sans rien omettre et sans rien privilégier a priori. Ce parcours n'est pas sans affinité avec la règle fondamentale de la cure. Nous retrouvons la même divergence à propos de l'attention flottante. Le regard de Freud n'a rien de flottant, et la visée synthétique d'une détermination de la totalité de l'œuvre à partir du détail apparaît être un des moteurs principaux de l'interprétation. Si la cure s'inscrit dans le cadre d'une logique du refoulement visant à cerner les distorsions de sens, péricheur, dans le cas de Moïse, il s'agit plutôt d'apporter la preuve, de confirmer une intuition qu'il avait confiée l'année précédente à Ferenczi. Enfin, argument majeur repris par les adversaires de la psychanalyse appliquée, une psychanalyse du penseur et de son œuvre se heurte toujours à l'objection de principe. Nous nous trouvons en dehors de la cure, condition majeure d'application de la méthode. Freud n'est ni Morelli, ni Moïse, mais dans le même temps il s'identifie à l'un et à l'autre. En quoi Morelli, en quoi Moïse peuvent-ils lui permettre de rendre compte de la fascination, de la tempête d'excitation violente qui l'ont statufié des heures durant ? Comment rendre compte de son expérience vécue ? L'œuvre, rien que l'œuvre, mais à quel prix ? Preuve à l'appui. Pour argumenter son interprétation sacrilège, traduite par son immense émotion, Freud avance 2 types de preuves, d'une part les textes des critiques d'art, d'autre part celui du livre de l'Exode. Parmi les premiers, 2 thèses s'opposent, celle qui s'arrête à l'impression globale du personnage, où Michel-Ange aurait voulu créer dans ce Moïse une statue de caractère et d'état d'âme intemporel, et celle où l'artiste a représenté le héros à un moment déterminé de sa vie, qui revêtirait alors la plus haute importance. Il s'agit ici de la descente du Sinaï, le lieu même où il a reçu de Dieu les tables de la loi, moment où il s'aperçoit que les Juifs pendant ce temps ont fabriqué un veau d'or autour duquel il danse en liesse. C'est sur cette statue qu'est fixé son regard, c'est ce spectacle qui suscite les sentiments qui s'expriment par sa mimique, et qui vont bientôt faire passer cette puissante figure à l'action la plus violente. Michel-Ange a choisi de représenter le moment de l'ultime hésitation, du calme avant la tempête. Dans le temps suivant, Moïse va bondir, le pied gauche a déjà quitté le sol, briser les tables sur le sol et déverser son courroux sur les renégats. Malgré quelques différences, Jack Burckhardt, W. Lübke, Springer, Hermann Grimm, Is Wilson ou Hoeflin privilégient ce moment où Moïse s'apprêterait à bondir et à passer à l'action. Freud avouera que les thèses de C. Justy et F. Knapp sont encore plus séduisantes tant l'analyse des détails rejoindra celle-là même qu'il se propose comme preuve de sa propre interprétation, l'essentiel étant que cette statue de Moïse représente un moment déterminé et important de la vie de cet homme. 2 remarques s'imposent. Si l'analyse des détails devait confirmer cette interprétation, la méthodologie diverge de celle de Lermoliev. Le détail a statut de signifiant, il est ce qui représente le sujet, Freud nous en donnera l'exemple. Il était de coutume pour illustrer notamment un passage biblique de privilégier un moment le plus fécond, dirait le critique allemand Lessing.
Ce qu'il nous dit de la peinture vaut également pour la sculpture. Pour ces compositions qui supposent la simultanéité, la peinture ne peut exploiter qu'un seul moment de l'action et doit par conséquent choisir le plus fécond, celui qui fera le mieux comprendre l'instant qui précède et celui qui suit. Si l'artiste ne peut jamais saisir qu'un seul instant de la nature toujours changeante, si en outre, le peintre ne peut utiliser qu'un unique point de vue pour saisir cet unique instant, si d'autre part, ses œuvres sont faites pour être non seulement vues, mais contemplées longuement et souvent, il est alors certain que cet instant et ce point de vue unique ne sauraient être choisis trop féconds. Or cela seul est fécond qui laisse un champ libre à l'imagination. Plus nous voyons de choses dans une œuvre d'art, plus elle doit faire naître d'idées, plus elle fait naître d'idées, plus nous devons nous figurer y voir des choses. Or, dans le cours d'une passion, l'instant du paroxysme est celui qui jouit le moins de ce privilège. Au-delà, il n'y a plus rien, et présenter aux yeux le degré extrême, c'est lier les ailes à l'imagination. Ne pouvant s'élever au-dessus de l'impression sensible, elle doit se rabattre sur des images plus faibles et craindre de se limiter à ce qui lui apparaît dans la plénitude du visible. Si Laocoon gémit, l'imagination peut l'entendre crier, mais s'il crie, elle ne peut ni s'élever d'un degré ni descendre d'un degré de cette image sans le voir dans un état plus supportable, donc moins intéressant. Ou elle l'entend seulement gémir, ou elle le voit déjà mort. Freud, en s'appuyant sur quelques détails, va dégager ce qu'il considère comme le moment fécond, et faire par là œuvre originale, lui l'amateur, face au connaisseur qu'il a évoqué. Dégager le moment fécond, mettre en évidence le paroxysme constituera l'interprétation radicalement singulière de Freud. Déplacer l'instant du paroxysme, c'est par le fait même proposer une nouvelle lecture du livre de marbre. Mais avant d'ouvrir le livre, Freud ne peut faire l'économie de ceux qui refusent l'hypothèse d'un moment fécond, et préfèrent voir en Moïse une statue de caractère, et dans sa silhouette la figure des apostrophes, un type de caractère. Freud évoque principalement une remarque décisive de Todd formulée en 1908. Todd rappelle que cette statue était conçue pour faire partie d'un ensemble de 6, et qu'elle est représentée en position assise. Ces deux points contredisent l'hypothèse selon laquelle Michel-Ange aurait voulu fixer un moment historique déterminé. Car en ce qui concerne le premier, la tâche de produire des personnages assis côte à côte comme type de l'essence de l'homme, vita activa, vita contemplativa, excluait la représentation d'événements historiques particuliers. Quant au second, la représentation en position assise, qui était conditionnée par la conception artistique d'ensemble du monument, est en contradiction avec le caractère de cet événement, à savoir la descente du mont Sinaï vers le camp. Freud en déduit qu'il est inconcevable que Moïse s'apprête à bondir et à abandonner sa place assise parmi les autres personnages, dont Léa et Rachel, allégorie de la vie active et de la vie contemplative, qui, elles, se tiennent en position debout. Donc il est impossible que ce Moïse s'apprête à bondir, il faut qu'il puisse demeurer dans une auguste tranquillité, à l'instar des autres personnages et de la statue projetée que Michel-Ange n'exécuta finalement pas du pape lui-même. Mais alors, le Moïse que nous contemplons ne peut être la représentation de l'homme en proie à la colère qui, descendant du Sinaï, trouve son peuple renégat et jette les tables sacrées de sorte qu'elles se fracassent. L'appréciation de Todd paraît tout à fait fondée pour Freud, bien étayée, dépourvue d'arbitraire. Il reprend d'ailleurs son interprétation. Ici, comme toujours, ce qu'il lui importe de figurer est un type de caractère. Il crée la statue d'un guide passionné de l'humanité, qui, conscient de sa mission législatrice divine, se heurte à la résistance incompréhensive des hommes. Pour caractériser un tel homme d'action, il n'y avait pas d'autre moyen que de mettre en évidence l'énergie de la volonté, ce qui était possible par la mise en lumière d'un mouvement qui traverse le calme apparent, tel qu'il l'exprime à travers la torsion de la tête, la tension des muscles, la position de la jambe gauche. Ce sont les mêmes phénomènes que ceux qui animent le Vir Activus, le Julien de la chapelle des Médicis. Cette caractérisation générale est encore approfondie par la mise en relief du conflit qui ne peut manquer d'opposer un tel génie, qui façonne l'humanité, à la loi générale. Les affects de la colère, du mépris, de la douleur atteignent à l'expression typique. Sans celle-ci, l'essence d'un tel surhomme n'aurait pu être mise en évidence. Ce n'est pas une image tirée de l'histoire, mais un type de caractère d'une énergie invincible qui dompte le monde réticent que Michel-Ange a créé, donnant forme aux traits transmis par la Bible,
à ses expériences intérieures personnelles, à des impressions produites par la personnalité de Jules II, et comme je le crois aussi à celles qu'avait produites sur lui la combativité de Savonarola. Freud reconnaît qu'il n'a pas d'argument pour refuser l'explication de Todd, mais le contraste entre l'âme du héros et son attitude, le calme apparent et l'agitation intérieure, l'oblige à poursuivre sa recherche. Plus le regard des commentateurs et celui de Freud lui-même sont centrés sur les détails, plus est privilégiée la dimension d'un instantané, d'une attitude paroxystique. Plus le regard s'élargit à l'ensemble du monument funéraire, plus c'est le caractère immuable, hors du temps statufié qui est appréhendé. Si le monument est replacé dans l'environnement que constitue la basilique, gageons qu'une nouvelle interprétation se prête à surgir. Freud privilégiant la thèse du moment fécond ne pouvait échapper à la description, à l'analyse, à l'interprétation des détails. En quoi cette analyse contribue-t-elle à cerner le moment fécond, et permet-elle à Freud de rompre avec l'interprétation couramment admise? Freud va plus spécialement s'attacher à 3 détails, la barbe, la main droite et les tables de la loi. En 2 points de la statue de Moïse, il se trouve des détails qui n'ont pas été jusqu'ici pris en compte, qui n'ont même pas encore été à vrai dire correctement décrits. Ils concernent la position de la main droite et la position des 2 tables. On peut dire que cette main opère une médiation entre les tables et la barbe du héros courroucé, et ce d'une manière très particulière, forcée, qui appelle l'explication. Il avait été dit qu'avec ses doigts, elle fouille dans la barbe, qu'elle joue avec ses mèches, tandis que par le bord du petit doigt, elle prend appui sur les tables. Mais cela n'est manifestement pas exact. Il vaut la peine d'examiner plus soigneusement ce que font les doigts de cette main droite, et de décrire avec minutie la puissante barbe avec laquelle ils entrent en relation. Ces détails n'ont pas été tout à fait négligés par les spécialistes, mais le témoignage de leur description étrangement infidèle manifeste chez eux une certaine cécité. Freud, dans le même temps, laisse de côté d'autres détails, bras gauche, corne de Pan, mouvement des lèvres, non nécessaires à son interprétation, mais qu'il ne sera pas inutile d'interroger ultérieurement. Freud, reprenant chacun d'entre eux, les décrit avec une grande rigueur, une extrême minutie, comme preuve à l'appui de ce qu'il considère comme le moment fécond. Moïse, contrairement aux commentaires des connaisseurs d'art, n'est pas sur le point de se dresser et de jeter les tables de la loi. Moïse ne bondira pas de son siège, et ne jettera pas les tables loin de lui. Ce que nous voyons sur sa personne n'est pas le prélude à une action violente, mais le reste d'un mouvement qui a déjà eu lieu. Bondir, tirer vengeance, oublier les tables. Tout cela, il voulait le faire dans un accès de colère. Mais il a surmonté la tentation, il va désormais rester assis ainsi, en proie à une fureur domptée, à une douleur mêlée de mépris. Il ne jettera pas non plus les tables, afin qu'elles se fracassent contre la pierre, car c'est justement à cause d'elles qu'il a étouffé sa colère, c'est pour les sauver qu'il a maîtrisé sa passion. Quand il s'était abandonné à son indignation passionnée, il avait dû négliger les tables, retirer d'elles la main qui les portait. Alors, elles avaient commencé à glisser en bas, courant le danger de se briser. Cela l'a mis en garde. Il s'est souvenu de sa mission et pour elle, il a renoncé à satisfaire son affect. Sa main s'est portée en arrière et a sauvé les tables en train de basculer, avant qu'elles ne puissent encore tomber. C'est dans cette position qu'il s'est figé dans la tente, et Michel-Ange l'a ainsi représenté comme gardien du tombeau. Freud peut alors reconstruire ce qu'il interprète comme le moment fécond. Moïse tourna la tête, et lorsqu'il eut aperçu la scène, le pied s'apprêta à bondir. La main lâcha sa prise sur les tables et se porta à gauche dans la partie supérieure de la barbe, comme pour mettre sa véhémence en acte sur son propre corps. Les tables étaient à présent confiées à la pression du bras, qui devait les serrer contre la poitrine. Mais cette façon de maintenir ne suffit point. Elles commencèrent à glisser vers l'avant et vers le bas. Le bord supérieur qui était précédemment maintenu horizontal s'inclina vers l'avant. Le bord inférieur privé de son appui s'approcha du siège de pierre par sa pointe antérieure. Encore un instant, et les tables auraient dû pivoter autour du nouveau point d'appui ainsi trouvé, atteindre en premier lieu le sol par leur bord précédemment supérieur et s'y fracasser. C'est pour empêcher cela que la main droite revient en arrière, et lâche la barbe dont une partie est entraînée sans intention. Elle a encore le temps d'atteindre le bord des tables et de les étayer à proximité de leur angle postérieur qui est devenu maintenant le plus élevé. Ainsi,
L'ensemble de la barbe, de la main et de la paire de tables posées sur la pointe, qui paraît étrangement forcée, se déduit du seul mouvement passionné de la main et des conséquences bien fondées qui s'ensuivent. Moïse a contenu son accès de violence et reste assis, il a bridé sa passion. Il ne jettera pas les tables, afin qu'elles ne se fracassent contre la pierre, mais c'est plutôt à cause d'elles qu'il a étouffé sa colère. Pour les sauver, il a maîtrisé son émotion. Freud pressent l'objection qu'on ne manquera pas de lui faire, et d'emblée propose sa réponse. Mais voici ce qu'on va maintenant objecter. Ce n'est donc pas le Moïse de la Bible, qui s'est effectivement mis en colère et a jeté les tables, si bien qu'elles se brisèrent. Ce serait un tout autre Moïse, répondant aux sentiments de l'artiste, qui aurait pris en l'occurrence la liberté de corriger le texte sacré et de falsifier le caractère de l'homme divin. Sommes-nous autorisés à imputer à Michel-Ange cette licence, qui n'est peut-être pas éloignée du sacrilège ? Le mot de sacrilège conduit naturellement Freud à interroger le livre sacré, ici le livre de l'Exode et surtout la lecture faite par Michel-Ange. Ce qui est extrêmement rare chez Freud, c'est qu'il fait une longue citation biblique, référencée, et se risque même à quelques réflexions d'exégèse biblique. Comment Michel-Ange, artiste de la Renaissance, pouvait-il recevoir ce texte ? En quoi les progrès en exégèse ont-ils modifié la réception du texte chez Freud ? Comment ce texte en vient-il à confirmer sa thèse des deux Moïse ? À la Renaissance, dit Freud, le texte biblique était perçu comme un tout cohérent. L'attitude critique était tout à fait méconnue. Aussi n'était-il pas rare que l'artiste s'affranchisse du texte biblique pour représenter tel héros. Il nous donne en exemple le Moïse du célèbre tableau de Parmesan, représentant Moïse assis au sommet d'une montagne, et jetant les tables à terre, bien que le verset biblique dise expressément « Il les brisa au pied de la montagne ». Freud, à la suite des travaux et sous l'influence de la critique moderne de la Bible, face à ce qu'il nomme les incohérences, les contradictions, la compilation maladroite de plusieurs récits évoque la possibilité de plusieurs sources. Théo Pferimer nous dit qu'il en avait déjà défini le principe dans une lettre à Jung. Le mythe dans la Genèse est probablement la misérable défiguration tendancieuse d'un apprenti prêtre, qui, comme nous le savons aujourd'hui, a condensé dans un récit deux sources différentes, d'une manière tout à fait imbécile, comme en rêve. En effet, depuis le début du XXe siècle, prévaut la théorie appelée aujourd'hui théorie documentaire, faisant état de 4 textes primitifs, le yaviste J, l'éloïste E, le deutéronomiste D, le sacerdotal. Freud en conclut que la seule présentation d'un Moïse assis ne trouve aucun point d'appui dans le texte biblique. Il tient là sa deuxième preuve, mais curieusement elle est aussi aversée au dossier de ceux qui refusaient de fixer un moment particulier de la vie du héros. Freud, en choisissant la thèse du moment fécond, s'appuie à la fois sur l'analyse des 3 détails, confirmés par sa lecture du texte de l'Exode. Tout en restant fixé principalement sur l'œuvre, sans prendre en compte la vie même de Michel-Ange, la thèse de Freud n'a pas manqué d'être remise en cause. Curieusement, elle le fut sur 2 fronts, soit en revenant à la thèse d'Ascanio Condivi privilégiant l'ensemble de l'attitude de Freud, notamment depuis 1939 où Erwin Panofsky publie les essais d'iconologie, soit en s'arrêtant à des détails négligés par Freud, dont les travaux de Daniel Arras constituent un magnifique exemple. Dans les 2 cas, c'est la théorie du moment fécond qui est battue en brèche. Mais l'analyse reste centrée sur l'œuvre, toujours à l'exclusion de la biographie. La question reste ouverte. L'histoire de Michel-Ange comme créateur, celle de Freud comme spectateur est-elle absolument nécessaire pour approfondir, voire cerner l'œuvre elle-même ? Prolongement de la controverse. Erwin Panofsky, Moïse le visionnaire. Dans son ouvrage Essai d'iconologie 1939, Panofsky restitue la figure de Moïse dans l'ensemble du tombeau de Jules II à travers les différents projets 1505-1513,1526 jusqu'à la réalisation 1542 à 1545, Éphésienne la description, l'interprétation d'Ascanio Condivi, Moïse, capitaine et chef des Hébreux, dans L'. Attitude d'un penseur contemplatif, le visage illuminé par l'Esprit Saint qui inspire au spectateur tout à la fois amour et crainte. Il réfute l'interprétation communément admise, Moïse dans sa colère prêt à briser les tables de la loi. Pour lui, le Moïse de Michel-Ange ne voit rien d'autre que ce que les néo-platoniciens appelaient la splendeur de la lumière divine.
Sur quels arguments s'appuie-t-il pour fonder cette hypothèse d'un Moïse visionnaire? Remarquons qu'il présente sa thèse sans ambages. Elle a pour lui valeur de certitude. Michel-Ange fut le seul à adopter le néoplatonisme, non seulement en certains de ses aspects, mais en son intégrité. On pourrait appeler Michel-Ange le seul platonicien authentique parmi la foule d'artistes qu'influença le néoplatonisme. Forme, motif, iconographie en sont le fidèle reflet. Extraire de la pierre récalcitrante la forme d'une statue, faire d'une œuvre le miroir, le reflet de l'unique, l'ineffable splendeur propre de la lumière divine, traduire le combat livré par l'âme pour échapper à la prison terrestre du corps humain, à l'esclavage de la matière. L'art funéraire s'avérait combien précieux pour traduire, à travers toutes les autres formes d'expression artistique, les conceptions néoplatoniciennes de Michel-Ange. Le tombeau de Jules II peut en manifester l'évidence. La statue de Moïse ne peut en être que l'expression. Exprime-t-elle l'instantané d'une émotion dramatique figée dans l'éternité de la pierre, ou bien est-elle regard transporté vers une lumière ineffable? Les tombeaux égyptiens de l'Antiquité, ceux des Grecs, ceux importés de croyances orientales traduisent chacun leur conception métaphysique de l'homme et son inscription dans le temps. La dimension de l'avenir prime chez les Égyptiens. L'avenir du trépassé, ses besoins d'outre-tombe, nourriture, boisson, etc. assurent au corps humain les conditions de l'attente éternelle d'être animé par un pouvoir magique. Il est mémoire du futur, le regard fixé à l'horizon. Chez les Grecs, le cadavre importe peu, seul importe la mémoire du passé. Le tombeau est essentiellement un monument commémoratif. L'art funéraire est par-dessus tout rétrospectif et représentatif de la gloire d'une vie passée à jamais achevée. Quand survinrent l'irruption et l'invasion des conceptions orientales, au déclin de la civilisation classique, de nouveau la dimension de l'avenir domina dans l'art funéraire. Mais c'était surtout celui du salut de l'âme, assuré non par la magie mais par les garanties que constituaient la foi et l'espérance. La perpétuation de la personnalité faisait place à l'ascension de l'âme immortelle. Cet art funéraire perdura plusieurs siècles, un changement commençant à s'opérer au XIVe siècle, avec l'introduction d'éléments biographiques et panégyriques. Comment dans ce trop rapide historique situer le tombeau de Jules II, et par le fait même éclairer la statue de Moïse? Le premier projet, à travers les descriptions faites par Vasari et Condivi, pourrait avoir une dimension commémorative, les bas-reliefs immortalisant l'œuvre de Jules II, les esclaves symbolisant les provinces assujetties à l'Église, les nombreuses niches étant chacune une victoire au sens propre. Mais pour Eupanovski, le tombeau de Jules II n'a en aucun cas été conçu pour magnifier le gloire du pape. Les preuves ne manquent pas. Les anges conduisant le pape à sa demeure éternelle. Les 4 statues, celles de Moïse, Saint Paul, les personnifications de la vie active et de la vie contemplative, autant de motifs évoquant la vision du royaume. L'expression de Moïse n'est pas due à une surprise irritée, au courroux provoqué par le peuple idolâtre, mais par une excitation surnaturelle qui, pour citer Ficino, pétrifie et presque anéantit le corps, tout en ravissant l'âme en transport. Le tombeau de Jules II, et plus spécialement au centre la statue de Moïse, présente avant tout un sens spirituel où l'immortalité et le salut éternel concernent l'humanité tout entière. La controverse autour du moment fécond, du paroxysme, tel que la présente Freud, ferraillant avec les connaisseurs d'art, perd tout son intérêt, tandis que les découvertes récentes depuis les travaux de restauration des années 2000 viennent en partie confirmer ou au moins réhabiliter la lecture de Eupanovski dans la suite des descriptions de Condivi. À nouveau saisir l'ensemble de l'œuvre, celle du tombeau et celle de Moïse conduit non pas à l'enfermer dans un instant paroxystique, mais à dégager la permanence d'un caractère spécifique. Daniel Arras, Moïse actif et contemplatif. Daniel Arras situe l'originalité de sa démarche, en montrant en quoi il se démarque de celle de Freud, de Morelli et de Panofsky. Si l'analyse de Freud porte essentiellement sur Moïse, la sculpture est moins considérée en tant que statue, que comme double représentatif d'un personnage réel, l'image de Moïse apparaissant comme Moïse lui-même. De Arras se présente au contraire comme celui qui interroge d'abord la statue, les règles de son élaboration et de son fonctionnement en tant que support d'un message sont celles d'une iconographie et d'une iconologie correspondant à un code. Comme l'indique le titre de l'article, De Arras s'arrête à un détail, l'index. Ce détail n'a pas le même statut que chez Morelli.
Il ne s'agit plus de débusquer le tic, le lapsus révélateur, ne communiquant aucun sens, ayant seulement valeur de signature. Le projet de De Haras est plutôt d'étudier en quoi le détail « index » échappe à la signification conventionnelle, pour mettre au jour l'obscurcissement relatif de cette signification auquel se livre Michel-Ange. Enfin, l'objectif de De Haras est de résoudre la contradiction entre l'interprétation dramatisée de Freud, la lecture baroque de la sculpture, et l'analyse trop iconographique de Panofsky anéantissant le corps, au profit du ravissement de l'âme, et négligeant en conséquence des détails incontournables tels que le glissement des tables de la loi. Son analyse part d'un simple geste, ayant très peu retenu l'attention. Détail presque infime dans la production de Michel-Ange, l'index séparé des doigts de la main droite, pointé ou légèrement replié. Quel est le statut théorique de ce détail ? Il fait l'hypothèse que cet index est comme un signe, et en tant que tel il est ordonné à un sens. Ce geste fait par l'index comme un signe, apparaît donc comme une production sémiotique, ou pour reprendre le mot de J. Kristeva, la signification est figée et représentée. Le geste peint ou sculpté n'est plus à proprement parler un geste. Il est intégré à l'ensemble codé de la représentation figurée. Il définira ce détail comme une gestuelle figurée, gestuelle iconicisée, mais également comme une gestuelle performative, un geste qui n'a pas ici valeur d'indice, un index pointé indiquant la direction par exemple, mais un geste qui crée, le geste du Créateur par excellence. Le geste de la création divine, celui où à la main droite étendue de Dieu répond la main gauche plus molle d'Adam. En quoi le déchiffrement du code tel qu'il apparaît clairement à la Sixtine permet-il une autre interprétation du Moïse ? Michel-Ange distingue deux types de gestes créateurs sur l'ensemble de la voûte de la Sixtine, l'alternance des deux gestes rythmant la succession des fresques. L'index pointé figure la création divine ex nihilo, la création d'un objet ou d'un corps n'existant pas matériellement avant ce geste, et le geste de la paume ouverte évoque une création par séparation d'éléments qui existaient auparavant. 1. Séparation de la lumière et des ténèbres, paume. 2. Création des astres, index. 3. Séparation des eaux, paume. 4. Création d'Adam, index. 5. Création d'Ève séparée d'Adam, paume. La rigueur de cette succession indique qu'il s'agit manifestement d'un système pensé, d'un code gestuel très précisément mis au point à la fois pour varier la disposition et pour caractériser nettement les étapes ou phases de la création. Sur les parois où sont peints les prophètes, l'index manifeste le rapport incertain et conflictuel de la créature à la création et à son sens. Ce code si rigoureusement représenté à la Sixtine peut-il nous aider à cerner l'originalité du geste de Moïse, le rapport de l'index et de la barbe, et plus particulièrement la relation entre la vita activa et la vita contemplativa ? Si l'on regarde le mouvement des jambes, dans la partie basse, ce qui domine c'est bien l'aspect actif, mais la partie haute, fermée, vient contredire cette pose. Cependant dans cette partie haute, si la configuration fermée du flanc droit et le retour du bras sur le buste évoquent la pose contemplative et méditative, le raidissement du torse et la direction du regard, dans son aspect dramatique, exprimant la colère, suggèrent le thème de la vita activa. L'index tendu, séparé des autres doigts n'évoque-t-il pas le Créateur ? L'action ou la contemplation, le partage entre la méditation et l'impulsion, laisse la place à une synthèse et non plus à une opposition entre les deux. Moïse incarne la synthèse supérieure entre l'action créatrice et l'extase contemplative. Moïse abandonné à la contemplation, anéanti par la révélation divine se ressaisit dans l'action, en raison de son élection divine. Contrairement à Freud et à Panofsky, pour De Haras, ce que Moïse domine éventuellement ici, ce n'est pas la colère, c'est l'abandon à la contemplation. Contemplatio meditatio et fastigium contemplationis. La même figure condense les deux thèmes, lesquels seront à nouveau traités séparément à travers les statuts de Léa et de Rachel. Là où Freud situe la sublimation dans l'instant de maîtrise pour préserver la loi, un accès de colère inhibé quant au but, une passion dominée, pour De Haras c'est la contemplation elle-même qui est sublimée en s'articulant au geste créateur, parangon de la vie active. Cette traduction michelangelesque, synthèse supérieure entre l'action et la contemplation, De Haras la met au compte de la subjectivité de son créateur,
mais c'est avec une extrême prudence qu'il se donne pour objectif de reconnaître dans sa création un lieu de projection hautement individuel. Les complexités de la statue sont aussi à mettre au compte de la subjectivité de son créateur. Toutefois, même s'il emprunte des éléments d'analyse à la sémiotique gestuelle iconicisée performative, code, et à la psychanalyse condensation d'images, projection, Déharas se situe dans une approche résolument historique. À nous d'inverser la direction de la recherche. Que nous enseigne la lecture de l'historien pour nous guider dans le randon analytique? Il ne s'agit absolument plus d'appliquer la psychanalyse à l'œuvre d'art, voire à la subjectivité de l'artiste, mais plutôt de saisir en quoi la spécificité de la recherche historique peut s'appliquer, peut enseigner, alimenter une démarche inspirée par la psychanalyse. Dans le Léonard, Freud privilégie la biographie pour éclairer l'ensemble de l'œuvre. Dans le Moïse de Michel-Ange, il détaille la statue sans référence à l'histoire de Michel-Ange. Pourquoi ne pas croiser cette double méthodologie? Aller de l'artiste à l'œuvre pour le Moïse, de l'œuvre à l'artiste chez Léonard? Mais restera l'ultime question, voire l'essentiel. Qu'en est-il de l'histoire de Freud et de son œuvre dans ces deux textes? Quelle est l'originalité de la démarche freudienne et quel en est le sens? Hervé Castanet le dit sans ambages, Freud, en interprétant l'œuvre, s'interprète lui-même. L'objet de la recherche de Freud n'est pas tant le Moïse de Michel-Ange, que lui-même Freud, dans son face-à-face avec la statue. Qui regarde qui, de Moïse et de Freud? Qu'en est-il de l'énigme qui le conduit jour après jour à Saint-Pierre-aux-Liens lors de ses voyages à Rome? Suivre la démarche freudienne ne peut qu'être une tentative pour cerner non pas l'inconscient de Freud, encore moins celui de Michel-Ange ou de Moïse, mais supporter l'interrogation qui surgit à la lecture de Freud fasciné par Moïse. Interpréter l'œuvre de Freud, c'est risquer de s'interpréter soi-même. Chapitre 2. Le labyrinthe des identifications. Le Michel-Ange déjà dit plus qu'il ne dit. Sa surdétermination concerne Moïse, le défunt pape, Michel-Ange et peut-être Freud lui-même dans son rapport ambigu à Moïse. Un commentaire sans fin s'ouvre qui, loin de réduire l'énigme, la multiplie. Ce commentaire s'ouvre d'autant plus que c'est non pas seulement le rapport de Freud à Moïse, mais également son rapport à Jules II, à Michel-Ange et notre rapport à Freud qu'il nous faudra interroger. Nous n'avons pas ici à faire œuvre d'historien, mais à travers l'architecture du texte de Freud, tenter d'être attentif à l'énonciation. Dans ce labyrinthe de relations, notre fil d'Ariane sera celui des identifications imaginaires. Moïse et Jules II ne sont-ils pas autant de miroirs où Michel-Ange et Freud guettent leurs reflets, cherchent leur image, devinent leur ressemblance, confirment leur moi idéal? Freud lui-même se reconnaît-il dans le caractère de l'artiste, dans son ambition, dans sa solitude? Pour nous démarquer le plus possible du chemin emprunté par l'historien d'art, nous privilégierons comme point de départ le texte de Freud, sa trace, sa parole figée dans l'écriture. De Freud à Jules II, en passant par Moïse. Freud, même s'il privilégie l'analyse de quelques détails de la statue de Moïse, se devait de la resituer dans l'ensemble du monument édifié par Michel-Ange. C'est exclusivement dans ce contexte qu'est évoqué Jules II. Qu'il s'agisse du fragment d'un mausolée colossal, d'un monument lamentablement réduit, du tombeau du pape Jules II. Mais la grandeur du monument reste à la mesure de celui qu'il nomme le puissant pape Jules II, qui est représenté dans une tranquillité sublime. Puissance et tranquillité, d'autant plus puissant qu'il devrait être capable de maîtriser tranquillement cette puissance à l'image de Moïse. L'histoire de leur relation est bien connue. Jules II, dévoré d'ambition, devina chez Michel-Ange l'un de ses pareils tant étaient nombreux les points de ressemblance. Même tourment causé par de grandioses aspirations impossibles à satisfaire, égale ardeur vers des projets démesurés, sujets aux mêmes emportements, à l'origine de démêlés, ruptures, rapprochements. Ils traitaient intimement ensemble sur une sorte de pied d'égalité, chacun contribuant par l'excitation de sa pensée à créer chez l'autre la perspective de projets gigantesques. Mais reste pour Freud, après l'interprétation de la statue, une ultime question sur les rapports entre Jules II, Moïse et Michel-Ange. 2. À la question de départ portant sur le choix d'un Moïse transformé, on pourrait s'attendre à une réponse concernant directement Moïse lui-même. Freud répond par la mise en relation de Jules II et de Michel-Ange, leur caractère, leur proximité, leur objectif grandiose. Les autres traits concernent essentiellement Jules II,
sa volonté d'atteindre seul, dans le court espace de temps, l'objectif qu'il s'était nettement fixé, mais de quelle manière, lui qui est décrit comme ne renonçant pas à user de moyens violents. Si Michel-Ange, aux yeux de Freud, pouvait manifester la même ambitieuse violence, si Jules II feignait de le considérer comme un père, il eut à souffrir cruellement de ses colères, de ses manques d'égard. Moïse, dont la puissance tenait à sa capacité de maîtriser ses passions, pouvait constituer un reproche criant pour Jules II, et l'occasion pour Michel-Ange de montrer sa supériorité, sa capacité à s'élever au-dessus de sa propre nature, ultime leçon donnée à Jules II par Moïse interposé. Mais quel Moïse ? Le Moïse historique, rappelle Freud, était colérique et sujet à des emportements passionnels. C'est dans un tel accès de colère sacrée qu'il avait abattu l'Égyptien qui maltraitait un Israélite, et c'est pour cette raison qu'il avait dû quitter le pays et fuir au désert. C'est au cours d'une explosion affective analogue qu'il fracasse les 2 tables que Dieu lui-même avait écrites. Quand la tradition rapporte de tels traits de caractère, elle n'est sans doute pas tendancieuse. Elle a simplement conservé l'impression produite par une grande personnalité qui a vécu en un temps donné. Mais Michel-Ange a placé sur le monument funéraire du pape un autre Moïse, qui est supérieur au Moïse historique ou traditionnel. Il a remanié le motif des tables de la loi brisées. Il ne les laisse pas briser par la colère de Moïse, mais il fait en sorte que cette colère soit apaisée par la menace qu'elle pourrait se briser, ou tout au moins qu'elle soit inhibée sur la voie de l'action. Ce faisant, il a introduit dans la figure de Moïse quelque chose de neuf, de surhumain, et la puissante masse corporelle, la musculature débordante de vigueur du personnage ne sont utilisées que comme moyen d'expression physique de la plus haute prouesse psychique qui soit à la portée d'un humain. L'étouffement de sa propre passion au profit et au nom d'une mission à laquelle on s'est consacré. Cette figure de Moïse, se retenant de briser les tables, réfrénant sa colère et sa violence, dominant ses passions dans la représentation que s'en fait Michel-Ange, est l'exact contraire de celle qui émane de la lecture du livre de l'Exode. La statue de Moïse éclaire peut-être moins l'image du personnage biblique que le geste même de Michel-Ange, un tout autre Moïse répondant aux sentiments de l'artiste. Et par là même une adresse chargée de reproches à Jules II. Cette relation pleine d'ambivalence entre le pape et l'artiste a résisté à une longue histoire de plus de 50 ans, à la tragédie du tombeau de Jules II, dit Condivi. La ténacité de Michel-Ange, son admiration pour celui qui lui ressemblait peut-être trop, lui permirent de tenir en respect ses successeurs Léon X, Adrien VI, Clément VII, Paul III, Jules III, Marcel II, Paul IV, Pie IV. De Michel-Ange à Moïse. Parmi les différents projets conçus par Michel-Ange, depuis le mausolée de Jules II dessiné en 1505, incluant plus de 40 statues, seules quelques figures résistèrent à la tourmente, dont celle de Moïse qui devint centrale dans le monument de Saint-Pierre aux Liens, entouré des représentations de la vie active et de la vie contemplative. Rachel et Léa, 1546. Le Moïse devait décorer avec 5, dans une ébauche ultérieure, 3 autres statues, le socle du tombeau. Son pendant immédiat aurait dû être un Saint Paul. 2 des autres, la Vita Activa et la Vita Contemplativa ont été exécutées sous les traits de Léa et de Rachel, sur le monument lamentablement délabré que nous pouvons voir aujourd'hui, en position debout il est vrai. Freud souligne l'appartenance de Moïse à cet ensemble, pour apporter la preuve de l'ineptie de la thèse selon laquelle Moïse serait prêt à bondir de son siège. Comment concilier la présence de ces 2 statues représentant chacune un état permanent, avec celle de Moïse emporée dans un instant de colère? Permanence et instantanéité, constance et fugacité, stabilité et passagère TE accent aigu, invariance et versatilité ne peuvent assurer la cohérence de cet ensemble, socle du tombeau, lieu où la vie est à jamais figée. L'interprétation de l'attitude de Moïse trouve son sens à travers le code de Rachel et Léa, à l'aune de son regard sur les 2 femmes. Freud accommode mieux sa vision sur Moïse. Mais qui sont-elles pour résoudre avec une telle clarté l'énigme sur laquelle butèrent nombre d'historiens? Dès 1505, elles sont prévues dans le premier projet du mausolée. Sculptées en 1542, Michel-Ange les préfère aux esclaves qui devaient encadrer Moïse. Alors qu'il demanda à Raffaello de Montelupo d'achever plusieurs statues du tombeau, il se réserva leur exécution. Leur moins grande expressivité, leur michelangélisme atténué attire peu l'attention des visiteurs.
Combien de guides jouent sur le contraste avec la statue de Moïse, pour saluer en celle-ci seulement le génie du divin artiste. Si elles accompagnèrent Michel-Ange depuis l'origine du projet, si elles sont pour Freud la référence qui éclaire l'attitude de Moïse, quel mystère cache la clarté de leur figure, la rectitude de leur regard, la simplicité de leur posture? Rachel et Léa. Les statues de Rachel et Léa viennent en place de celles des esclaves prévues dans un projet antérieur. Déjà Michel-Ange jouait sur l'antinomie de ces deux figures représentant les sciences et les arts, exposées actuellement au Louvre. L'esclave mourant et l'esclave rebelle. Elles devaient être placées contre des colonnes et des pilastres ou sur les coins des tombeaux, mais à la suite des changements elles apparurent trop grandes pour les niches qui leur étaient destinées. La figure du premier esclave est douce, résignée, la tête penchée, les yeux clos, s'abandonnant et abdiquant pour un moment sa force immense. Il semble se recueillir dans une attitude magnifique, pleine de souplesse et de langueur. Plutôt que mourant, certains le voient rêver, qu'à Bradbury. L'attitude de l'esclave rebelle au contraire est bouillonnante, tendue, brusque, l'émotion y est vive. Il semble interroger le ciel d'un regard de reproche, se tordant dans ses liens, il est l'image même de la révolte. Cette opposition dans l'attitude, la direction du regard, l'expression émotionnelle sera à nouveau traduite tout en finesse par les statues de Rachel et Léa. Rachel, vie contemplative, lève les yeux au ciel, toute l'expression de son visage est enfermée dans le mouvement de torsion et creusée par les sillons de l'ardeur. On n'entrevoit de son corps que le petit sein, le visage pointu et la hanche à peine voilée dans l'entrebâillement de son vêtement pesant, les mains jointes en prière, sereine, tout entière spirituelle, elle est déjà au ciel. Léa, vie active, regarde devant elle avec humilité. Son corps est généreux, ses hanches larges et fécondes, ses bras forts, ses jambes entièrement visibles sous les voiles. Son habillement est mondain, et sa coiffure exagérément compliquée. Dans sa main droite, elle porte une lanterne dont le feu est alimenté par la chevelure, dans la main gauche une couronne de laurier, symbole de son éternelle verdure et de sa circularité sans fin, à Forcellino. Pieds nus, elle est toute à sa hâte, prompte à réaliser sa tâche. Cette opposition entre les deux sœurs sera le plus souvent traduite schématiquement. Autant Rachel est belle, mais stérile, autant Léa est sans charme, mais féconde. Mais une question reste entière, pourquoi ce choix de Michel-Ange? Quelles oppositions voulait-il traduire dont Moïse serait la synthèse? En quoi la pertinence de leur expression est-elle Freud à résoudre l'énigme de l'attitude de Moïse? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.